Qui affronte les éléments. Et ce soir, pour la première fois de l'histoire du cercle, depuis 2008, on a une conférencière qui nous arrive de Paris et qui est brave, grâce à Charles, son fils, et va nous parler de la poésie. Madame Ella Jules, Marlène Blanchot, une formation, c'est collégial, universitaire? Universitaire dans le domaine de la vente, ce qui l'a amené à Gaz de France, voilà, comme vendeuse, mais elle se connaît aussi en matériel informatique. C'est plus aussi des achats industriels. Ça, je voulais dire achat, j'ai dit vente. C'est pas grave. Oui, dans le domaine de l'achat, oui, c'est ça. Voilà, le processus achat. Oui, c'est ça. Et puis, elle est poète, écrivain, et évidemment peintre et céramiste. On a beaucoup d'exemples d'illustrations, puis elle nous a même dit qu'elle nous en donnerait là, des photos là, ouais, après la conférence. Et elle a ses livres à vendre, qui sont des livres de poésie qu'elle a apportés avec elle. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vous remercie d'être là, mais je pense que ça va être une courte présentation pour qu'on ne finisse pas trop tard parce qu'elle s'en retourne voilà, dans la région de Montréal après. Alors, Madame Ella Jules. Merci. Alors moi, je suis ravie d'être là. Vraiment, je suis très contente. Et j'avais peur que la tempête annule cette conférence. Et même si on n'est pas beaucoup, c'est un vrai plaisir. C'est vraiment quelque chose qu'on va partager. Je suis assez franche et naturelle. Voilà, donc je vais vous parler simplement et venir sur la poésie petit à petit. Alors, en dehors de la poésie, j'ai différentes cordes à mon arc. Et derrière moi, au-dessus de ma tête, vous voyez un diaporama passer. Je vais peut-être me lever juste pour vous commenter quelques bricoles et après, je vous parlerai poésie. Donc, je fais de la céramique, de la mosaïque. Par exemple, ce plateau, il est en Suède. Il est parti, une jeune Suédoise est tombée amoureuse de ce plateau. Donc, voilà. Ça, c'est plutôt en béton et en bois. C'est différentes matières et de la résine. Ça, c'est en petits carreaux. C'est l'utilisation de carreaux qu'on trouve souvent dans les magasins de bricolage, mais qui peuvent faire quelque chose de joli. Ça, ce sont les roses d'Hubert. C'est une composition de roses que j'ai faite pour un vieux monsieur qui venait de perdre sa femme. Là, je l'ai appelé très prétentieusement Van Gogh, mais bon, c'est pas du tout du Van Gogh. Hein. Ça, c'est un tableau, une composition qui s'appelle Nuit éclairée, Cléopâtre, avec du bois, du ciment, différents matériaux, du bois aussi, du médaillon. Voilà. Voilà, ça c'est encore dans le style de tout à l'heure, dans le style tournesol Van Gogh. Voilà, et on revient, vous allez les voir tourner. Voilà, j'aime bien m'occuper, j'aime bien occuper mes mains. Ça c'est un petit peu par rapport à l'écologie, je l'ai appelé Antarctique. Mais je fais beaucoup de choses, j'occupe mes mains, je fais aussi dans le tissu, dans les œuvres avec le tissu. Voilà, je confectionne, alors là ça va faire sourire les gens. Je ne sais pas si les jeunes personnes qui se marient font cette coutume, mais nous en France, quand on se marie et qu'on veut rire et qu'on veut aussi aider les mariés à se faire une petite cagnotte, on porte une jarretière. Et moi je confectionne des très jolies jarretières en dentelle que je fais à la main avec des perles. Et je les mets dans des très jolies boîtes et c'est un cadeau de mariage pour la mariée. Et voilà, elle fait le jeu de la jarretière. Donc voilà, ça c'est, je ne vous ai pas mis des photos, mais on pourra en poser sur le site. C'est quelque chose qui est drôle et utile à la fois. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous lire un petit texte et après je vous lirai quelques poèmes et puis on aura une partie débat. Mais je voudrais d'abord vous lire un petit texte pour expliquer ce qui m'amène à la poésie. C'est pas pour rien que j'écris de la poésie, c'est parce que j'ai envie de dire tout haut ce que certains pensent tout bas. C'est parce que j'ai envie de défendre des causes, différentes causes, et pour le faire, le plus joliment possible, c'est de faire de la poésie. C'est d'écrire et de toucher le cœur des gens pour qu'ils puissent réfléchir et
et voilà, et que ça reste joli, que ce ne soit pas de l'agression ou de la dispute, il vaut mieux que ce soit joli. Alors, je vous lis déjà mon texte. Déjà, je voudrais vous lire une phrase de Martin Luther King, parce que, en fait, cette année, c'était le 50e anniversaire de sa mort. Il dit « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Voilà, ça me parle, moi. C'est une phrase qui me parle beaucoup. Voilà, donc je pense que l'écriture peut aider dans ce sens-là. Alors, la poésie est le territoire de l'homme et n'apporte que du bonheur ou de la compréhension dans un monde qui peut être magnifique et assassin à la fois. Mais considérant que la vie est un mystère et un cadeau à vivre, quel que soit le lieu où nous sommes nés sur cette terre, nous sommes libres. L'être immensément illustre, à qui je n'ai pas encore serré la main, mais en qui je crois incommensurablement, nous a dessiné un vaste jardin. Ce n'est pas le paradis qu'il nous réserve par ailleurs, mais cela y ressemble. Notre terre est si belle, il a donné d'innombrables couleurs à la faune et à la flore. Mais leur sève et leur sang ne diffèrent pas plus que le sang des hommes. Que l'on soit noir, jaune, rouge, blanc ou Dieu sait quoi, s'il fallut donner son sang pour survivre, la transfusion serait assimilable dans toutes les probabilités, dès lors où les groupes sanguins sont compatibles. Et personne ne ferait la fine bouche, à moins d'être un pauvre d'esprit. Savez-vous que des gens libres mêlent leur sang juste parce qu'ils s'aiment? En revanche, parfois certains mènent la vie dure aux autres métissés. Bizarrement, les deux camps de leurs origines leur font misère. Ils ont alors le cul entre deux chaises, mais de leur grâce, ils sauront tirer profit. Moi, je dirais que la couleur de chaque être vivant est un diamant. Peu importe sa destinée, son choix de vie. Il y a une certitude de plus, c'est que nous faisons tous pipi jaune et caca marron, plus ou moins. Nous sommes libres de vivre, mais nous ne sommes malheureusement pas égaux. Le sol de certains jardins est pauvre, brûlé, noyé, gelé. Le sol d'autres jardins est riche en culture, en matières précieuses, en énergie exploitable, et nous ne sommes pas tous nés au même endroit. Nous ne sommes pas tous égaux, c'est certain. À cela s'ajoutent depuis des milliers d'années les guerres et les conquêtes de l'homme, où les souffrances, le racisme et les barbaries sont de mise. L'intelligentsia ne fait pas le poids contre toutes ces émulations politiques, méphitiques, qui s'autoproclament parfois. Pour les émulations les plus politiquement bienséantes, ils se la joueront COP21, COP22, copain-copain, cela coule de source. Mais pour chacun de nous, qui nous réveillons chaque matin, la vie est un cadeau. Il suffit de vouloir avancer, d'entrevoir sa mission et de trouver un idéal. Sinon, pourquoi sommes-nous là? Le poète, j'en viens à la poésie, le poète combat la vanité humaine. Il n'a pas toujours eu bonne presse dans notre histoire. On les nommait les poètes maudits, si vous vous rappelez bien. Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, etc. Il est dérangeant de saisir les extrêmes, évidemment. Si l'on a souvent pris le poète pour un bouffon, on ne l'a jamais autant mis à l'honneur dans les programmes littéraires scolaires ces 2 derniers siècles. Nous, en France, dans les écoles, ils sont vraiment à l'honneur. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, et bien d'autres, hein, tous les autres. On les met au programme. Le philosophe Aristote affirmait déjà « la poésie est quelque chose de plus philosophique et de plus grande importance que l'histoire », c'est peu dire. Hein. Pour ma part, la poésie est un doux langage. Pourquoi faire mal, en fait? Pourquoi se faire du mal? Est un doux langage qui donne une vision de nombreux moments ou états de vie, qu'ils soient heureux ou douloureux, parce qu'on souffre, on est heureux, mais on souffre aussi. Il me semble que le poète écrit tout haut ce que les hommes pensent tout bas et n'osent pas dire. Alors, comment pourrait-on s'en passer? Dites-le moi. Si la poésie est souvent annonciatrice du printemps et des naissances, elle distribue aussi ses mots d'amour et d'encouragement, comme des fleurs du jardin, les étoiles du ciel ou les arcs-en-ciel.
S'il est une valeur à préserver, j'aimais sans aucun doute l'émerveillement. J'adore être émerveillée. Chaque jour qui passe, l'émerveillement. La poésie est là, entre autres, pour ressusciter l'émerveillement, qui est incontestablement la source de la connaissance. Je suis curieuse de la rosée du matin, des fleurs qui s'ouvrent tout au long de la journée, de mon chat qui se lèche le poil durant des heures, du soleil qui taquine mes narines, de l'eau qui coule dans la rivière et des oiseaux qui chantent. Mais je suis aussi choquée de ce monde et de ses souffrances. Je suis inquiète des miens et surtout des aînés qui indéniablement partiront bientôt. Je suis à l'affût d'aider ceux dans le besoin. Je suis en colère contre ces kamikazes qui tuent le monde, contre les responsables des tueries de tous les jours qui dévastent les villes et les villages avec leurs bombes. Je suis outrée comme ces gens à qui on donne de l'argent pour venir en aide à la malnutrition, à la vaccination, et de voir ces petits gonflés au visage d'une maigreur insoutenable, mourant sur les bras de leur mère. La poésie n'a pas de limite, je n'en ai aucune. La mienne livre mon émerveillement, mais tout autant les souffrances, les injustices. Si parler dérange, écrire dérangera ceux qui auront le courage de lire ou d'être tout simplement curieux. Et la poésie, c'est comme l'homéopathie, chacun sa dose. Si la poésie relève du beau, c'est qu'elle traite des merveilles, mais aussi des situations ou émois cruels, avec les mots justes, ce qui lui vaut les palmes de la vérité. Elle le fait avec discernement et élégance, avec respect et justesse, et ne laisse pas indemne le poète lorsqu'il pratique son art. C'est-à-dire que quand on écrit de la poésie, chaque poème est soit une joie intense pour moi, soit une souffrance. Je suis capable d'avoir les sanglots dans la gorge et d'écrire, parce que je ressens quelque chose. Et chaque poète ressent ce qu'il écrit. En effet, toucher la sensibilité et le cœur des gens demande une mise à nu et le don de soi. Il n'y a plus aucun mur, aucune porte d'entrée ou fenêtre, mais seule une vaste étendue où tout se voit, où chaque infime bruit s'entend, les émotions sont à fleur de peau. Lorsque j'écris, je me sens saisie, obsédée par mon thème, je sens une ferveur indescriptible m'envahir, comme si je crachais de l'encre du bout de mes doigts. Chaque titre est vital dans mes poésies. Les vers sont vivants comme des vers. Ils cheminent ligne après ligne avec des mots appropriés qui tiennent parfois sur un fil. Mon corps passe par tous les émois. Il m'arrive de paniquer ou d'être dans une autre dimension. Et lorsque je pose mon dernier mot, je suis essoufflée, voire courbaturée, comme si je venais de mener une bataille. Je m'enfonce alors dans une profonde atonie et je suis heureuse. Cet art m'apprend toujours à l'improviste et me rend amoureusement disponible à chaque fois. Ne me demandez pas pourquoi. La poésie, c'est une grande histoire d'amour dont chacun peut s'approprier les mots. Elle devient universelle et peut faire le bonheur de tous. On se sent aimé. Le sentiment de ne pas être aimé est la plus grande des pauvretés, disait Mère Teresa. Alors on devient riche de nous. Voilà. Alors je vais vous lire quelques poèmes qui font suite à ce discours et à ma façon de voir la poésie, qui n'est peut-être pas la bonne, hein, qui est peut-être différente chez les autres, mais voilà. Alors, naître, la naissance donc, naître et n'être que. Apparaître au petit matin sans être autre que le jour, souffler vents et marées, baigner de pluie et de soleil, pas un seul jour comme un autre, nul ne sait combien en compter. Naître et n'être que. Un jour rattrapé par la sénescence et au crépuscule disparaître, pour laisser son empreinte à d'autres qui voudront n'être que, avec la conviction d'une vie accomplie. Alors je vais vous en lire un deuxième. Âme bleue. Le ciel est bleu sombre, la pluie glisse sur le bitume, le blues fait de l'ombre sur nos vies. Mais je m'en fiche, alors je me parfume. Pour avoir du beau, il faut avoir du moche, qui nous fait agir en quête du meilleur. Le beau est imprévu, il naît après l'anicroche.
de grâce quand il se montre, je le voudrais, annonciateur d'une paix qui se partage à l'infini, sans le mépris d'une sensibilité qui est le génie de chacun, disait Baudelaire. On peut écrire un livre pour raconter une histoire, pour instruire, ou pour flatter son alter ego, de par ses connaissances. La poésie n'est pas dans cette quête. Elle offre ses mots, elle est empreinte d'un profond humanisme et veut un sort meilleur pour notre planète. On imagine bien souvent les poètes comme des doux rêveurs. J'affirme qu'ils sont des doux penseurs. Ils peuvent vous faire rêver avec les merveilles de la nature et vous faire pleurer avec les misères de notre monde. On relit une fois un livre, on relit 100 fois une poésie. Pour entrer dans une poésie, il faut trouver la clé. Le poète vous y attend. Il joue à cache-cache avec les mots et vos émotions et vous emmène dans les profondeurs de votre âme. Il vous guide avec honnêteté et amour. Mais qui est donc elle-là, Jules? Je suis poète. Voilà, ça c'était mon texte. J'espère qu'il vous a plu. Et alors, ce que je vous propose, si je vais trop vite, vous me dites, je ne me rends pas trop compte, moi. Si vous trouvez que je lis trop vite. Ça pourrait être plus, hein. Voilà, donc les poèmes, on va les lire lentement, très lentement. Alors, j'ai décidé de les prendre au hasard. Donc, le hasard, je ne sais pas ce qu'il va donner. Voilà, il y en a un. Cher, au pluriel, chair de ma chair, un petit mot de vous, un petit bout de moi. Quand le temps fuit comme une progéniture, votre trop long silence me désarçonne. Un petit peu moins chaque fois, et puis plus épars. La pensée devient le subterfuge et les paroles s'esquivent. Je ne souffre pas de votre absence, mais de l'érosion de nos complicités. Ainsi va la vie. Je ramasse les petits bouts. C'est plus que rien. Et quand le vent pousse la porte, je m'engouffre malhabilement. Même pour le simple envol d'un papillon, tout le ciel est nécessaire. Alors pour un petit bout de ciel, je m'assois sur un nuage et je guette les moments propices pour vous tenir dans mon cœur en attendant de vous retenir dans mes bras. C'est une allégorie à nos enfants, bien évidemment, qui partent et qu'on a du mal à voir partir. Et on perd quelque chose petit à petit. Voilà. Alors, je vais continuer avec le hasard. J'aime bien le hasard, moi, parce que la vie est faite de hasards, et les hasards sont bons. J'en lirai un qui était dédié, bon, vous êtes de Trois-Rivières, mais j'avais écrit un poème sur Montréal, mais je vous le lirai. Alors, il ne faut pas que je regarde, parce que sinon c'est tout. Voilà. On s'aime en silence. Le silence, avec ses plus beaux atours, me regarde. Je ne comprends pas son langage, ni son message. Je veux du bruit. Je veux retrouver notre époque gaillarde. Le silence m'éprouve. Je doute et je me perds dans ces bredouillages. Je m'ennuie de ce mutisme. Et rien n'est dit, même si, croyant bien acquis. Encore une vie à se découvrir. Aucun intérêt sans la réciproque parole. Je vis de mots et d'histoires. Je vis de toi. Et le silence me détruit. L'amour sans éloquence, à l'usure, traîne ses casseroles. Écrire, c'est donner voix au silence. Alors je t'écris. Je les commente au fur et à mesure. J'espère qu'ils vous parlent déjà, mais au cas où, en fait, dans la vie, quand on vit à deux, ou quand on vit en famille, la parole est d'or. Il faut se parler. Parce que, et surtout dans un couple, quand le silence s'installe, ben, on est malheureux. On ne vit pas, on n'avance pas, on ne produit pas. Donc c'était dans ce sens-là que j'ai rédigé ce poème.
on s'aime en silence, mais c'est en silence, quoi. C'est plus aussi bien, donc c'est important de faire du bruit, de se manifester. Alors, là, je le choisis pour faire le contrepoids du précédent. Mon amour, je ne suis que moi et je n'attends que toi. Si tant est que tu te pâmes, mon cœur s'enflamme. Et si j'occupe tes pensées, nous bâtissons notre félicité. Ton sourire n'a plus de secret que celui de produire son effet. Tu frôles mon corps de tes caresses, et de m'émouvoir je n'ai de cesse. Je n'entrevois nul autre émoi que de mourir d'amour avec toi. Voilà. On va quand même pas rester sur une mauvaise pensée. Voilà. Alors, je vais vous lire celui-ci. Il est un peu, on va dire qu'il est un peu tordu, mais je vais essayer de le lire posément et j'espère que, que la conclusion de ce poème va vous interpeller. Mais j'ai prévenu d'avance. Passé, l'avenir, point d'interrogation. Hier, il y en a tellement eu. Aujourd'hui, ce sont les instants qui s'offrent à nous chaque jour et qui deviennent les souvenirs d'hier et d'avant-hier. Aujourd'hui est à dévorer, car au lendemain, il sera déjà hier. Demain sera un autre aujourd'hui et une nouvelle histoire, et dans laquelle hier et après-demain, nous trouverons l'arcane. Mais après-demain, c'est un peu de toujours qui s'en ira, puisque demain se sera envolé, car son destin est hier. Hier, il y en a tellement, et la magie d'aujourd'hui est éphémère. Vivons, on n'évite pas l'avenir. Voilà. Merci. Alors, je vais vous chercher celui. J'espère que ça ne va pas vous choquer. Hein. Vous n'avez pas de préjugés sur le sujet des rapports hommes-femmes. Voilà. Faire l'amour. Point d'honneur à ne pas galvauder cet acte magique. Si le mot baiser a ses lettres de noblesse en obole, bannissons le verbe baiser qui exile dans le banal truisme hygiénique. Aimer, c'est faire constamment l'amour à tout propos, jusqu'en parole. Et le corps parle, une seule envie réciproque, atteindre le paroxysme. Les yeux fermés, deux corps brûlants, tentent de se sentir l'autre dans l'un. Faire l'amour, acte universel offrant à tous le désir sexuel de l'érotisme, éphémère si l'on essaye, et pour la vie, si l'extase perdure sans fin. Et alors je vais faire deux citations. Celle de Roland Poupon, « Donner et se donner, c'est le début du bonheur ». Et celle de William Shakespeare, « Et ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter ». Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Oui. Donc je continue. Alors celui-là, il est tout petit, mais il est d'actualité, il est pour tous, on y viendra tous, c'est comme ça, c'est le temps. Le temps file. Je n'enfile plus de perles, le temps file. Si les perles ne font pas le collier, le temps file. Et le fil, qu'il soit de soie, retient les perles. Le temps file. De grâce qu'il retienne la première de mon collier. Le temps file. Pour savourer l'ouvrage accompli de tant d'amour. Le temps file.
Voilà, ça c'était toujours dans le registre de l'amour. Je voudrais vous en trouver un, je ne sais pas où il est caché. Bon, celui-là, il est un peu provocateur. On va passer du tout au rien. Hein, on aime, on n'aime pas. Mais dans l'insolence, il y a toujours de la bonté. En général, quand on dit quand les enfants sont très insolents, c'est qu'ils ont un message à faire passer, et si on gratte bien et qu'on a compris et qu'on s'explique, c'est de l'amour. Donc il faut y aller. Je ne vous aime pas. Votre regard perché, genre m'as-tu vu, c'est moi, qui dévore mes formes dès que j'ai le dos tourné. Je ne vous aime pas. Vos ronflements pénétrants qui attisent mes nerfs, et vos souffles dans mon cou qui me disent « je suis là », je ne vous aime pas. En public, à l'affût de la bévue que je vais peut-être proférer, mais surpris de mon avance sur mes matières de prédilection, je ne vous aime pas. Un sein dans la main, vous dormez, faisant de moi votre déesse, qui rassure qui? Parce que la nuit, je ne suis qu'à vous. Je ne vous aime pas. Tous les matins, je sais pourquoi je suis là, sans aucun doute. Il paraît que l'homme propose et la femme dispose. Rassurez-vous, je ne vous aime pas, je vous préfère. Alors je reviens sur quelque chose que je disais au départ. Je ne sais pas si vous le ressentez, j'aime bien jouer à cache-cache, j'aime bien tromper l'ennemi, j'aime bien avancer, puis après, pouf, passer sur... Ah, celle-là, il me plaît bien celui-là. Alors, il y a des femmes ici présentes, il y a des hommes qui sont témoins, mais c'est pas méchant, hein. Il faut surtout pas, si vous avez des belles filles, ne pensez pas que vos belles filles pensent comme ça, parce que la fin est toujours positive. Mais il y a toujours des anicroches entre belle-mère et belle-fille. Nous, on dit la bru. Je sais pas comment on dit ici. Est-ce que vous dites aussi la bru? Oui. Ouais, la bru. Toucher, mais pas couler. Tu veux jouer? On va jouer. Les grimaces et le dédain ne forcent pas le respect de l'âge. Les rites des belles pommes fanées sont plus sincères à l'usage. Pourquoi vivre une comédie dramatique au lieu d'une vraie vie? Le nerf de la guerre n'a pas d'âge, et surtout pas de jalousie. Ni pute, ni grue, ni ingénu, ni bru. Libre je suis, vois-tu. Libre de donner et d'aimer quand et qui je veux, sans état corrompu. Point de bonne résignée underground, ni de pièces rapportées, plaît-il. Les conseils des aînés aimants sont avisés, mais la subordination inutile. Chair de votre chair est l'enjeu, ça je comprends fort bien, mais la mère est maître de sa progéniture. Si vous en perdez l'estime, à quoi bon arguer d'une famille qui dure? La bru est un bien vilain mot, sans qui votre descendance ne serait rien. Lorsqu'il m'appelle maman, mon amour, sans limite est l'amour des miens. Une belle-mère devrait se souvenir qu'un jour, une belle-fille elle a été, et que le jour où le beau-père cessera d'attendre d'être honoré, alors chacun et chacune aura naturellement sa place à part égale, pour une vraie vie, d'un bout à l'autre, sans jalouser une fausse rivale. Je ne vous ai pas choisi, mais donner des grands-parents à mes enfants était à mes yeux un vrai cadeau auquel je m'alliais pleinement. Je ne jetterai pas de bouteille à la mer. Voilà. Voilà. On a tous, je pense, des histoires dans ce sens-là, et après, la sagesse venant et l'âge aidant, on se dit, c'est bien bête, hein. On est bien bête, parce qu'on perd son temps et on se prive de beaucoup de choses, et moi, j'ai pas envie de me priver, mais il faut, la chose la plus naturelle et importante dans la vie, c'est le respect vers le haut et vers le bas. On respecte nos aînés, on respecte nos égaux en âge et on respecte nos enfants. Il n'y a pas à chercher. Hein. Alors j'aimerais bien trouver celui que je voulais vous lire, mais je ne le trouve pas. Alors attendez, on va faire comme ça. J'y arrive peut-être.
Alors, vous allez sûrement... je demande pardon à l'avance, parce que je ne connais pas le degré de susceptibilité. Je ne sais pas si c'est bien ce que j'ai écrit ou si c'est pas bien, mais en tous les cas, la finalité est très positive. Mais, voilà, je vous le dis. Sous les apparences, je suis venue recouler chez toi déjà à 14 reprises maintenant. C'est plus 9, c'est 14. De marbre tu m'as laissé, et mon âme pas conquise. À chaque fois gagnée par l'ennui et l'envie d'être ailleurs. Froid glacial a gelé mes neurones, et chaleur écrasante ou moiteur. Accent de derrière les fagots, et contresens avec ma langue d'aventure. Pourquoi pas? Jules Renard prend le circonflexe pour l'hirondelle de l'écriture. J'ai cherché entre vraies et fausses briques rouges, et même magasinage, je me suis mangé quelques pavés et trouvé tout dispendieux d'usage. Tu as kidnappé ma chère il y a plus de 12 ans maintenant, et je viens juste de comprendre. Et le poète des lieux, par hasard, m'ensorcelle soudain pour me surprendre. Tout se passe de l'intérieur. Mais le cousin est d'un abord suspicieux. Entrer dans sa cabane et montrer patte blanche, soit audacieux. Arrivé il y a quelques jours, j'ai flâné dans les rues et j'ai trouvé. Montréal la mystérieuse, j'ai enfin la clé et un grand vent de liberté. Voilà, vous n'en voulez pas trop là? Non, parce qu'en fait, je suis venue 14 fois à Montréal, et puis je me suis baladée aussi à Rimouski et à Rivière-du-Loup et à Trois-Rivières, mais surtout à Montréal. Mais je m'ennuyais et je ne trouvais pas d'intérêt, j'arrivais pas à percer, j'arrivais pas à parler, ça passait pas. Voilà. Et un jour, et puis il y a des choses que je ne comprenais pas. Et un jour, miracle, c'est arrivé. Et je me suis sentie heureuse. J'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé du bonheur, j'ai trouvé la poésie. Mais au début, je crois que c'est parce que j'étais pas en symbiose. Je comprenais pas tout. J'étais pas à l'aise. C'était peut-être ça. Et maintenant, je suis bien. Voilà. Et depuis, je reviens. Ah, j'ai oublié de vous préciser quelque chose, c'est qu'à part celui-là, que j'ai déjà divulgué, tous les poèmes que je vous lis sont inédits. Ils ne sont pas dans mes livres, ceux-là. C'est les nouveaux. Voilà, donc vous en avez la primeur. Alors, patouche, c'est une expression chez nous, on dit patouche. Dit-il, chaque fleur attire sa mouche, et dans le lait des rêves, il en tombe toujours une qui sied. Même si Fleurette, dans un battement de pétales, fait fine bouche, il n'en vaut pas moins qu'elle croit divinement sur son tas de fumier. Mais si la belle a ses caprices, la mouche n'en perd rien de ses facettes. Terrain conquis, si mal acquis, perdra l'objet de son désir en couche. Elle pliera sa corolle pour guetter et quérir d'autres ailes plus amourettes, tandis que mouche, avec une autre demoiselle, s'en ira d'une touche. Est-ce que vous en voulez encore un petit peu? Ah, on me fait un signe. Alors, un seul, un dernier, et après je vous propose de me poser des questions si vous en avez envie. On fera une pause. Ou on fera une pause, voilà. Vous me dites, hein, c'est vous qui décidez, moi j'offre tout ça, ça me plaît. Existe, nom d'une pipe. Le désir d'exister est maître de toutes nos émotions, mais insipide et inutile est notre existence sans la vivre. Ne pas attendre et s'interdire d'être par procuration, telle doit être notre exigence pour écrire son livre, son propre livre, dont chaque page est à couvrir d'idées folles et de caprices, pour que le poison de l'ennui et de la couardise de la partie ne soit. Prônez la normalité. Rien n'est pire que d'être pareil que les autres et factice. C'est l'imaginaire qui permet au réel d'exister, disait Denis Lavoie, que vous devez connaître. S'inventer une liberté nouvelle chaque jour
pour coexister et déconcerter ceux qui vous attendent ailleurs et autrement de ce que vous êtes. Peu importe les sentiments qui vous habitent, dans leurs yeux, vous serez la preuve vibrante de ce qu'ils convoitent et de ce qui les tourmente. Voilà, je vous propose une pause. Beaucoup pour ces bons mots. Et s'il y a des questions. Mais ce que va faire Mme Ella, elle va nous lire encore d'autres poèmes. Oui. Il y a quand même des questions, l'habitude c'est les gens. Mais on va y lire des poèmes. Donc je relis quelques poèmes avant. D'accord. Oui, oui. Oui. Alors, je vous sélectionne quelques-uns parce que... Je prends juste un petit coup pour faire la voix. Je ne sais pas si la bière, ça désaltère, mais... Alors, j'ai envie. On a tous envie de quelque chose, hein. Mais j'ai envie. Prime abord, c'est indéniable, j'ai envie de toi. C'est notre histoire d'amour pour des millions d'années. Mais tellement et gravement envie de casser la gueule, ma foi, à tous ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et plus. Impossible de vivre sans me donner l'envie d'avoir envie de faire. Mettre une crotte de chien sur le tapis de ceux qui vous font chier à force. Dire merde aux faux amis qui minaudent et qui vous font des manières. Envie de cramer ceux qui posent une question sans écouter la réponse. Rigoler quand une nana se trimballe, la jupe coincée et le derrière à l'air. Me moquer d'un mec qui ramonne son nez et colle ses crottes sur le volant. Rire à plus souffle aux cris dans les WC de l'avion. Il n'y a plus de papier. Quand un bambin disait dans la rue, quand un bambin distrait dans la rue prend la main d'une autre maman, envie de hurler quand on me dit ouais mais c'est comme ça, c'est plié. Pleurer face à toute la misère en entendant on a de la chance d'être là. J'ai envie d'être moi, de dire, de faire, et dans la glace surtout, me regarder là. Voilà, ça représente un petit peu l'échange qu'on avait d'honnêteté, de franchise face à soi-même et d'oser parler et d'oser dire aux autres, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, folle ivresse. Qui n'est pas ivre des fois? Folle ivresse. Mes pas sont fébriles, comme si je marchais de travers. Mon esprit s'embrouille, je me sens défaillir. Mon cœur se comprime dans ma poitrine à l'envers. Je ne suis plus dans mon corps, je me sens partir. Je me grise d'un vertige indéfinissable et elliptique, comme si j'allais arracher ce voile qui cache cet autre univers. Mais ma maigre raison, encore en éveil, résolument le traque. La peur soudain m'appelle à résister et à garder les deux pieds sur terre. Une toile morose m'enveloppe et la mélancolie pesamment s'installe. Mon instinct primitif de survie opère et apaise la détresse pour me remettre à nouveau un pied devant l'autre sur la dalle. Alors, je vais continuer dans les gros mots, hein. Après tout, pourquoi pas. Vous connaissez ce mot-là ici? Est-ce qu'on dit saloperie? Oui. Saloperie. Elle est comme dans un paquet de merde, encore de la merde évidemment. Elle est comme dans un paquet de merde, dans nos viscères, qui ramollit et qui soudain, au terme de spasmes violents, jaillit et avorte. C'est comme une chiure bien chaude que l'on étale sur votre tapis pour observer vos pieds s'engluer au travers de l'œil de bœuf de la porte. Elle est un mets qui se mijote et Machiavel vous le servirait plutôt froid.
Quelle jouissance il en résulte pour autrui qui la crache avec lâcheté, la méchanceté et l'arme redoutable des faibles, plus qu'on ne le croit. Autrui nous est indifférent, et l'indifférence n'incline pas à la méchanceté. C'est Proust qui le disait. Voilà. On va essayer de changer un peu de registre, parce que c'est vrai que... Je vous demande un instant. Alors, je vais encore vous choquer. Après tout, c'est la fin de soirée, c'est pas grave. Alors, et si le corps réfléchit, parce qu'on a un corps, on a une tête, mais et si le corps réfléchit, saint de cœur, de corps et d'esprit, ainsi soit-il. Il est pour quelques-uns un corps sans esprit et sans cœur. On dit que l'esprit désire et que le corps agit, plaît-il. J'aime quand le corps d'une femme éclabousse mon regard. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Gaëtan Faussaire. Bon, on dira ce qu'on voudra là-dessus. Hein. Mais l'univers ne tourne-t-il pas autour de paires de fesses? Et si d'autres ne savent plus à quel sein se vouer et s'y perdre, femmes qui possédons notre corps, répondons au cœur et à l'esprit. Il est dit que d'avoir des couilles permet de réussir, mais il faut un cul. Et si les couilles sont pleines, elles seront à la hauteur de ces dames. Elles n'éclabousseront pas leur regard, mais les combleront de plaisir et d'amour. C'est pas trop choquant? Voilà. Je me dis, quand les gens lisent mes poèmes, bon, ils les lisent, ils ne me voient pas, ils ne m'entendent pas les dire. Mais quand je les lis, je me dis que j'y suis allée un peu fort. Mais bon. L'important, c'est d'aimer. Pour aimer, il ne suffit pas de se donner par un vœu devant le verre ou le prêtre, comme on veut. Si pour monsieur il s'agit d'une empreinte, dont le coït est le degré de la possession et du jeu, pour l'autre, le nirvana entre ses jambes d'une étreinte sera la menotte pour ferrer la cible de ses sentiments profonds. L'important, c'est d'aimer, à tous les temps, à tous les genres et toujours. Bon, c'est encore cochon, je suis désolée. Si le phallus et le vagin construisent un monde, ce qui est une réalité quand même, hein, ils sèment parfois l'abandon. La vie est un roman d'amour qui ne s'écrit pas lorsqu'on fait l'amour. Donner quelque chose à aimer à tous les instants et de soi faire un don. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, comme les graines, hein, disait Maurice Chapelan. Et c'est à force de répandre le bon grain qu'une semence finit par tomber. Dans un sillon fertile, pensait Jules Verne, dans un élan. L'important, c'est d'aimer, sans modération, et pour l'éternité. Alors, c'est quoi ça? Le lit de la rivière. Combien de nuits dans ce lit à se découvrir et à se donner, combien de nuits à s'aimer, à se sentir, à se caresser. On y pleure le soir, on y rit le matin. Combien de nuits à respirer l'odeur de nos peaux, avec nos fripouilles blondes et brunes à jouer. Combien de nuits dans la fièvre et les ébats, et de livres engloutis jusqu'au parfum du sommeil. La rivière coule et conte les histoires de son lit. Enfin, chacun s'endort apaisé, pensant à toutes ces nuits. Peu importe combien il m'en reste, il est mon paradis. Je mourrai dans notre lit et je serai la plus belle. Diantre. On dit ce mot-là ici, diantre. Ouais. Diantre. On me dit de ne rien attendre des autres, de ne prendre que la façade. N'est-il pas vital d'aller croquer une pomme ou pisser dans le jardin, d'enjamber les murs d'intolérance ou de replis qui séparent les êtres? Et le meilleur pain est celui de la maison. Pourquoi ne pas goûter le vin?
Mais si l'écrivain révèle son intimité, il redoute les silences pesants de ceux qui ont peur de rêver en société et qui préfèrent s'autoplaire. Dans une parade ironique de faux cul ou de mauvaise conscience, la désillusion est au prix de ne pas se retrouver, mais de vivre. Diantre, que devenons-nous? A-t-on peur de se perdre ensemble? Écrire, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit. C'était Marguerite Duras qui disait ça. À quoi bon avoir de la gêne, si ce n'est pour vivre sans sentiment affiché? Si à la cour le bon ton était de se taire, je prône de vivre à plein cœur, à bon entendeur. Voilà, ça c'est sur l'échange et toujours sur mon fameux sujet d'oser parler et de s'écouter, de s'entendre. C'est tellement vital. Il y a une question? Oui. Cette semaine, j'ai lu un texte sur la nuit. Vous m'entendez? Oui. La nuit comme instant privilégié pour penser en comparaison avec le jour où on est absorbé par l'extérieur. Et ça signifierait que la nuit est plus propice à la méditation, à la découverte. Qu'est-ce que... la question est simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi je peux écrire et méditer aussi bien la journée que la nuit, mais je ne le fais pas sur commande. En fait, quand quelque chose m'envahit, quand il y a une émotion forte, que ce soit du bonheur ou de la souffrance, il peut y avoir l'un ou l'autre, eh ben, je ressens le besoin d'écrire. Donc tout d'un coup, c'est comme un état de grâce. On ne reçoit pas beaucoup les états de grâce dans notre vie. Moi, je ne sais pas, c'est comme ça. Ça tombe et ça vient. Et il y a un enfant qui me demandait il n'y a pas longtemps sur le salon de Montréal, est-ce que je le fais en plusieurs fois, mon poème, ma poésie, ou est-ce que je la fais d'un coup et est-ce que je la corrige? Et je lui ai répondu, alors déjà, j'écris pas forcément la journée ou la nuit, ça peut être l'un ou l'autre, et je ne corrige jamais mon poème, jamais. C'est-à-dire que j'écris tout doucement, j'attends que ça vienne, c'est comme de la sève qui descend d'un arbre. Et je vais corriger mes fautes d'orthographe, oui, parce que j'en fais de temps en temps, mais je vais laisser descendre, et je vais harmoniser sur l'instant présent pour que ça aille bien, mais c'est tellement vivant que ça ne peut pas être autrement. Donc si je le corrige, c'est plus la même chose. Et la nuit, il m'arrive de me lever, parce que je suis un petit peu insomniaque, et j'ai des envies d'écrire, et ça vient tout d'un coup, oui, ça peut m'arriver, et alors là, pareil, il faut que j'écrive tout de suite. Et j'écris pas, contrairement à beaucoup d'écrivains, je tape, j'utilise plus le stylo. Non, je le fais directement sur l'ordinateur, parce que j'ai tellement peur de perdre mon fil, et je tape tellement vite, et je regarde même pas le clavier, que je perds rien. C'est comme de la sève, et je ne veux pas perdre une goutte, je ne veux pas me tromper, je veux que ça sorte comme ça. Mais je médite pas plus la nuit que le jour, j'ai plus d'heures. Depuis 5 ans, j'ai plus du tout d'heures. Je vis pleinement. Alors c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'avoir ce rythme-là à côté de moi, donc il faut aussi que je respecte le rythme de mon mari, par exemple, parce qu'il ne faut pas que je dorme la journée et que voilà, j'écrive la nuit. Mais la nuit, c'est pas plus, pas moins que la journée. Voilà. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et ensuite, on va suivre je veux interroger la conférencière sur ce tableau-là. Alors, celui-là. Oui, un commentaire. Celui-là, et ça bouge, c'est un diaporama. Ouais. Celui-là, je l'ai appelé Antarctique, parce que c'était en plein sujet de l'écologie en France. Et je suivais l'histoire. Est-ce que vous connaissez l'histoire du bateau Tara? C'est un bateau qui, pendant 1 an, tourne sur toutes les mers avec des chercheurs à bord
Et c'est payé par je crois que c'est payé par l'Europe. Et ils analysent l'eau, ils font des carottes dans la glace, ils regardent tout ce qui touche au réchauffement de la Terre. Et j'en avais tellement marre de voir les politiciens raconter tout et n'importe quoi. C'est simple, il n'y en avait pas un pour dire la même chose. Ils étaient tous en train de se tirer dessus à bout portant, mais sur ce sujet-là, mais on n'avait rien de concret. Donc voilà, j'ai fait cette chose-là à ce moment-là, et je me suis dit, mon Dieu, j'espère qu'il y aura encore des poissons dans les eaux glacées, que les deux pôles nous resteront ou se maintiendront, parce qu'ils ne restent pas, hein, ils ont... Voilà. Mais je ne sais pas, je suis tellement indécise, j'arrive pas à comprendre et à croire que c'est vraiment, vraiment le réchauffement climatique. Il y a une part de ça, mais il y a, dans les siècles des siècles, au fil qu'on a avancé, si on lit l'histoire, il y a eu des chamboulements climatiques. Donc il y a peut-être les deux conjointement. Et c'est pour ça que j'ai fait ce tableau-là. J'étais vraiment dans cette réflexion-là. Merci. Est-ce que c'est du pastel? Alors, non, c'était de la peinture, ça. C'était, non, c'était pas du... Mais je fais du pastel. C'était de la peinture. J'ai fait un petit mélange de peinture à l'huile et j'ai dû utiliser un truc gras. J'ai plein de matières, en fait. J'ai de la peinture à l'huile, peinture à l'eau. Et le pastel, je commence à en faire. Quand je voyage, j'ai un carnet. Et en fait, c'est facile, hein, quand on est sur la plage, c'est facile, il y a de l'eau, tu fais un pastel, et c'est jamais trop chargé un pastel. Tandis qu'une peinture, c'est plus lourd, plus... Voilà, on ne peut pas emmener de la peinture à l'huile sur la plage ou de la peinture même à l'eau. Non, là, c'est pas du pastel. Merci beaucoup. Parce qu'on voit la toile. Oui. Oui. Les grains et tout ça. Parce que j'ai fait exprès de frotter. En fait, quand je peins, des fois je peins avec le bout de mes doigts, et après je dois me laver, hein, parce que c'est pas simple, mais je peins avec des chiffons aussi, des éponges, c'est pour ça qu'on voit la toile. Je peins pas qu'avec un pinceau, parce qu'on peut peindre avec beaucoup de matériel. Il y a aussi des trucs pour gratter, pour faire des effets, voilà. Et ce que je voulais faire, je le vois là-bas, je voulais faire un mouvement dans l'eau, et un poisson évidemment, et le reflet de la lumière qui traverse l'eau, et les couleurs, alors j'imagine, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment ces couleurs, mais normalement dans la mer il y a des couleurs comme ça. Je n'ai pas été dans les eaux froides, j'ai été dans les eaux chaudes, j'ai fait de la plongée avec un tuba. Là maintenant on a un truc qui est génial chez Decathlon. Et dans des eaux chaudes, j'ai vu des choses magnifiques. Maintenant, dans les eaux froides, j'ai le projet de faire une virée dans l'Arctique parce qu'ils proposent des voyages, mais c'est extrêmement cher. C'est vraiment très cher. Et ils proposent de faire des petites plongées courtes parce que c'est glacial l'eau, donc on peut accompagner. Hein. Donc peut-être qu'un jour, j'irai voir, mais là, j'ai pas les sous. Donc ça ne sera pas pour demain. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, ça va. Oui, ah. Je me posais la question, vos études ne sont pas en lien avec ce que vous faites présentement. À quel moment vous avez décidé de faire le switch? Oui, ouais. je cherchais le mot en français. Alors, il y a 20 ans, j'ai écrit un premier livre, très autobiographique. On ne trouve plus maintenant, il est épuisé, parce que je voulais... de toute façon, j'ai toujours aimé écrire. J'ai retrouvé dans des boîtes, des vieilles boîtes, des rédactions que j'avais fait à l'école, au collège, et je me dis, waouh, j'écrivais bien, j'étais déjà marquée petite, et j'étais... Pourquoi j'ai fait des études? J'ai été faire des grandes études, mais en fait, je ne suis pas sûre que j'aurais dû faire ça. Mais bon, peu importe, la vie, il faut bien avancer, il faut bien payer à manger, son loyer, sa famille. Donc, j'ai fait des études de gestion financière. D'abord, j'ai été directrice financière pour une petite PME, et puis après, j'ai été directrice achat, puis après, j'ai été responsable du processus achat, et je suis restée dans le facilities management. C'est-à-dire, j'ai acheté pour le compte de grandes entreprises leurs besoins internes.
Et tout ça allait très bien. Et puis j'ai été dans le gaz, parce qu'il y a eu une fusion au niveau de ma société. Et puis à partir de ce moment-là, comme c'était deux sociétés qui se rejoignaient et qu'une avait beaucoup d'avantages, et qu'ils sont décriés pour ça, parce qu'ils ont plein d'avantages, et qu'on m'a donné les mêmes avantages, ça a fait des jaloux. Et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé 5 ans, mais au bout de 5 ans, j'ai senti que le sol était glissant, et puis j'ai glissé. J'ai glissé, et puis je me suis rétablie, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, il faut continuer. Et puis je me suis dit à ce moment-là que mon plus cher désir, c'était d'écrire et de peindre. Alors je m'y suis mise à fond perdu, et voilà. Et puis je vais continuer, hein, je ne vais pas lâcher ça, je vais continuer tant que je pourrai, parce que j'aime ça, ça me remplit de bonheur, c'est même un pansement, sûrement, quelque part. Et puis, on fait comprendre par la poésie aux gens des choses qu'ils savent très bien, mais qu'ils ne veulent pas entendre. Alors, s'ils peuvent le lire, il ne s'agit pas de l'entendre, il s'agit juste de le lire, bah peut-être qu'ils seront meilleurs, peut-être qu'ils feront un effort, peut-être qu'on arrivera à un meilleur monde. Moi, j'y crois. C'est peut-être naïf, mais j'y crois. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée à la poésie. Voilà. Ah, la dame. Vos peintures, c'est... Attendez, oui. Vos peintures, c'est symbolique. Les formes Oui. sont pour des symboles, Oui. c'est pas décoratif. Non, Tout à fait. ah, c'est fort mon micro. Non, ça a du sens. En fait, je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, les roses, là, c'était vraiment dédié à quelqu'un qui a perdu son épouse, qui l'aimait tellement, tellement rose. Et je lui ai dédié, c'est dans la famille de mon gendre, voilà, mais je lui ai dédié. Et puis d'autres, tout ce que je fais, en fait, ça a du sens, oui. La nuit étoilée, là-bas, où il y a des espèces de boules de neige, et même l'artisanat, ils ont tout le plateau, pardon, là-bas, tout au fond, je l'ai appelé Douce Kabylie, parce que c'est un peu mes origines, je suis mélangée, et c'est pour représenter, c'est des signes de la vie. C'est vraiment, voilà. Et quand ça part chez quelqu'un, je suis folle de joie parce que je me dis que si quelqu'un le prend, par exemple, il y avait une mosaïque, je ne sais pas si elle va passer là, que j'ai faite. Non, c'est pas ça. Elle est partie en Suède. Il y a une jeune femme qui m'a acheté 2 plateaux. Ça, c'est Nuit étoilée. Voilà. Et ça, celle-ci, j'avais l'esprit un peu sombre, mais en même temps, j'avais des pointes de joie qui venaient. Ça, c'est Cléopâtre. Voilà, c'est pour montrer la diversité, le métissage, la diversité. Là, c'est les tournesols. Bon, c'est un petit clin d'œil. Je ne sais pas si on va arriver à... Ça, c'est plutôt pour les Japonais. C'est plutôt à tendance japonisante. Bon, bah, celui-là, on en parlait. On va arriver sur le... Attendez, non, c'est après. Ah, ça, alors, je ne savais pas que mon diaporama était aussi... Non, allez. Non. Ça, j'ai mis un bijou personnel dans celui-là. Vous voyez, c'est un poudrier au milieu. Ah, c'est celui-là que je vais vous montrer. Ça, il est parti, c'est une Suédoise qui l'a de chez elle. Et c'était vraiment doux. C'était plein de douceur. Et ma vie avait besoin de douceur à ce moment-là. Donc c'était vraiment... je l'ai fait pièce après pièce. Je me suis troué les doigts parce que là, il fallait casser avec la pince. Et oui, tout a un sens en fait. Je ne sais pas faire... je ne fais rien de commercial. Je ne sais pas faire quelque chose. Et je fais jamais rien en double. C'est unique. Parce que je ne sais pas. Je le fais avec mon cœur et il faut que ça représente quelque chose. Si ça ne représente rien, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Je vous en prie. C'est bon ? On peut lire un dernier poème? Oui, allez. Alors, il est mal poli, mais c'est pour la jeunesse. Hein? C'est parce que moi, je trouve que les jeunes, ils ne sont pas tous bien dans leur peau. Alors, on dit, il faut tuer père et mère pour être bien, et puis après, ça va mieux, puis après, on vit. Mais il y a des jeunes qui n'y arrivent pas, et qui
traînent leur misère pendant trop longtemps et qui n'ont pas une vie à la hauteur de leurs espérances. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là. Alors, bon, pareil, c'est un gros mot, hein. On y va, en anglais en plus. Alors, je l'ai intitulé « Fuck you ». Voilà. La provocation et l'excitation du vouloir-être. Elle fait face à la séduction par la fascination et titille l'extrême jusqu'à l'insupportable. Et elle est sans aucun doute de mauvais goût et n'a pas le droit d'audience dans son paroxysme, dès lors où elle enfreint les droits de l'homme. Elle est bénéfique à l'adolescence qui se cherche comme elle peut être nécessaire en politique. Elle s'inscrit dans la souffrance et dans l'art pour mieux en sortir et inventer du meilleur. Mais la provocation est malgré tout un signe de faiblesse, autant que l'injure injustifiée, celui d'infériorité. Autant que l'injure injustifiée, celui de l'infériorité. Et ça, c'est une phrase d'Esther Johnston, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut être insolent, on peut être même vulgaire quand on souffre, mais il faut venir en aide à ces gens-là pour qu'ils deviennent meilleurs. Mais bon, quand c'est dans les extrêmes et à son paroxysme, ça veut dire que c'est pas de la souffrance, c'est même pas de l'insolence, c'est du mépris. C'est quelque chose de trop méchant et dans ces cas-là, c'est inacceptable. Dès lors où on touche les droits de l'homme, hein, voilà, où on va trop loin dans le mépris, c'est inacceptable. Mais on peut être malpoli et on peut être... voilà, c'est un signe dans la vie. Et moi, je respecte ce signe et je le vois de temps en temps chez les jeunes. Et quand je peux aider, j'aime bien les jeunes. Bizarrement, les jeunes m'achètent souvent mes livres. Et dans les salons, là, comme à Montréal, j'ai discuté longtemps avec des couples de jeunes. Je ne m'attendais pas à ça. Je me dis, bon, la poésie, ils aiment bien, mais sans plus, ils ont ça à l'école, mais ils ne vont pas se raconter une poésie avant de dormir, ils ont autre chose à faire. Eh ben non, et ils aiment ça. Ils sont curieux et voilà. Et je leur ai mis des petits mots, parce qu'à chaque fois que je fais un salon, je remercie les gens, ce qui me paraît naturel, et je demande leur prénom et je leur mets une petite phrase, parce que voilà, je trouve que c'est bien. J'encourage vraiment les jeunes c'est quand on est jeune qu'on devient meilleur. Parce qu'après, quand on a trop avancé, qu'on est mauvais, on est difficile à soigner quand même. Hein. C'est pas gagné. Hein. Mais on peut. Il faut essayer. Voilà, c'était le dernier. Merci. Je vous remercie.